Bonjour tout le monde, salut Alexandra. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Cool. Nouvel épisode de fin de série, aujourd'hui dédié à la saison 1 de Sweet Tooth, qui est sortie sur Netflix et qui est donc l'adaptation d'un comics du même nom, Sweet Tooth, Oui. sorti chez Urban Comics, scénarisé et dessiné par Jeff Lemire, ou Jeff Lemire pour les puristes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous pouvez aller la voir. Pour ceux qui n'ont pas lu le comics, je vous invite aussi à le lire. Mais en gros, le pitch, c'est assez simple. Une épidémie avec un nouveau virus ravage l'humanité. Et dans le même temps, tous les enfants qui naissent hybrides, humains-animaux. Et ces hybrides humains-animaux sont immunisés au virus. Donc on est dans un univers post-apocalyptique. Complètement, ouais. Et on va suivre les aventures de Gus, un petit garçon avec des bois de cerf sur la tête. Donc hybride humain et cerf. J'ai essayé de faire les cerfs du coup. on va les fort. Donc qui est hybride humain et cerf, qui vit dans la forêt avec son père et qui va rapidement faire la rencontre d'un baroudeur, d'un aventurier qui s'appelle Jeopard. Et qui va rapidement prendre le petit garçon sous son aile et ça va partir en road trip à travers les États-Unis de ce monde dévasté par la maladie. C'est ça. Donc voilà, ça c'est le pitch du comics mais aussi de la série, puisque la série reprend assez fidèlement, on va dire, l'univers de base. Et la timeline aussi, un petit peu. Et la timeline globalement. Et donc voilà, donc on vient de finir la saison 1 au moment où on enregistre cette émission. Et du coup, on va pouvoir vous en dire un peu plus sur ce qu'on en a pensé, par rapport aux comics et ce qu'on en a pensé en tant que série elle-même. Du coup, Alexandra, si tu as envie de commencer, je t'en prie. Je commence. Alors, on va dire que je suis beaucoup moins sceptique que Jupiter's Legacy. Si vous avez vu la vidéo, en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube pour voir cette fin de série numéro 2. Je suis mitigée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent au niveau visuel aussi. Ouais. Enfin, comment le post-apocalyptique est montré, c'est quand même très beau. On sent que le décor est pas mal travaillé. J'aime bien le côté road trip. Je trouve que c'est toujours intéressant. Il y a un peu une impression de Last of Us. J'ai l'impression avec le petit garçon et l'homme et leur relation qui évolue au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression qu'on va pas jusqu'au bout de la chose, notamment si vous avez lu le comics. Au niveau du dessin, on est quelque chose de très brut, très accru, très violent. Là, vous voyez sur la cover, c'est Gus et il est pas franchement très mignon. Et là, j'avais lu une critique très intéressante. On est un peu dans l'univers de Peter Pan. Tout est très beau et justement le côté post-apocalyptique est très très lisse, comme Gus qui est très lisse, comme son compagnon qui est très différent dans le comics, donc tu pourras détailler. Et justement, j'aurais peut-être aimé qu'on aille jusqu'au bout de l'envie du comics, mais on en a parlé en off, c'est très difficile peut-être de faire un casting avec des enfants moches ou de proposer un public plus adulte, parce que je pense que Netflix, à côté de ça, voulait toucher la famille et les enfants. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais c'est globalement c'est ça l'idée, c'est que ce qui revient régulièrement et ce qu'on ressent rapidement quand on regarde la série et qu'on connaît un peu, qu'on est des habitués de ce genre d'univers. Voilà, tout le monde a regardé du Walking Dead, tout le monde a vu des univers comme ça. Voilà, après une grande catastrophe, du post-apo, ça parle à tout le monde maintenant. C'est un univers dans Sweet Tooth qui est effectivement très. En fait, tout ne va pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'on a, on a encore plus que des vestiges de civilisation, on a des villes, on a des infrastructures qui fonctionnent avec l'énergie solaire. On a l'impression que tout fonctionne. Il y a même un train qui fonctionne, qui traverse les États-Unis. Donc on peut encore se déplacer, on peut acheter un billet de train, on peut même jouer à des jeux vidéo, ce genre de choses. Oui. Ce qui est très différent déjà de ce qu'on a dans d'autres univers post-apocalyptiques. Et ce qui est aussi très différent de ce qui se passe dans la BD. C'est-à-dire que la BD Sweet Tooth, on est sur quelque chose c'est complètement radical. Beaucoup plus cru, beaucoup plus sans concession, violent, froid, vraiment très pessimiste. Là, on a presque l'impression que l'humanité peut s'en sortir dans la série. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un défaut ou pas ? On pourra peut-être en débattre. Mais moi, voilà, mon ressenti général, il était un peu comme toi au début, c'est-à-dire que la première moitié de saison
Donc c'est en 8 épisodes, hein, donc on précise, c'est en 8 épisodes. Je pense que jusqu'à l'épisode 4-5, on a... en tout cas, je le parle forcément que je suis impacté, enfin comment dire, que je suis influencé par ma lecture, parce que c'est d'abord un comics que j'ai lu, et donc je précise aussi que d'avance, je suis un peu biaisé, puisque Sweet Tooth est potentiellement dans mon top 5 des meilleurs comics, toujours confondus. Mm. Donc forcément, j'étais très attentif à ce qui se passait dans cette interprétation. Euh, au début, on est un peu déçu. C'est-à-dire que c'est pas tant le choix du casting qui pose problème, mais c'est plus les choix de mise en scène. scénaristique. Pas forcément scénaristique, mais même de mise en scène, de choix de décor, etc. C'est déjà dans l'épisode 2, on a le duo qui arrive dans un chalet de montagne où il y a Oui, des familles où il y a une famille avec un couple et un enfant. Voilà, qui vivent tout tranquillement, hein. Ils vivent dans un chalet qui était anciennement un chalet de montagne avec le coin de la boutique souvenir, la grande cuisine, etc. C'était un truc qui n'y est pas dans le comics, mais pourquoi pas rajouter des éléments comme ça. Mais ça fait des moments de havre de paix qui ne sont quasiment jamais présents dans la BD. Et justement, sur ce moment-là, j'ai trouvé ça trop long. Ouais, Enfin, alors, je trouvais pas... Et même le sorte de lien qui peut se créer entre la mère et Gus, oui. et qui veulent essayer même le moment assez viril homme, entre on boit une bière entre le père de Oui. famille et le Et compagnon Jepperd, de ouais, Gus. ouais. Je trouvais que ça fonctionnait pas du tout. Bah, en J'étais fait, là, c'est un peu gênant. c'est pas présent dans le comics, et je pense qu'ils ont voulu tenter des pistes un peu forcées de est-ce que Jepperd va continuer à garder Gus à ses côtés ou est-ce qu'il va l'abandonner. Oui, et est-ce qu'on reste pas aussi sur une idée de scénario où, tu sais, on est sur un road trip toute l'Amérique, et donc dans ton road trip, t'as des pauses, t'as des lieux de rencontre. C'est ça. Alors tu as ça aussi dans le comics. On avait ça. C'est un exemple qu'on reviendra régulièrement. On avait ça aussi dans Walking Dead. Le côté les survivants se déplacent jusqu'à arriver à un endroit qui est à peu près sûr. Il va se passer une catastrophe qui va faire que cet endroit n'est plus sûr. Ils doivent aller à l'endroit d'après. C'est un petit peu cette dynamique qu'on a dans Sweet Tooth. Sauf que c'est pour moi un des gros défauts de la série. C'est qu'en termes de rythme, ce qui se passe à peu près à l'épisode 5-6 aurait dû arriver à l'épisode 2-3, quoi, quelque chose comme ça. C'est le gros défaut de Netflix pour moi. C'est la lenteur qui s'impose pour avoir un nombre d'épisodes, peut-être. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, je vous remonte le comics. Le comics, c'est une série en 3 tomes. Ça, c'est le tome 1. Vous voyez à peu près l'épaisseur. La saison 1 se termine à peu près aux 2/3 du tome 1. Ouais. Alors qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, tu vois, je vais te dire un truc. Au début, j'étais à peu près sûr que quand on allait faire l'émission, j'allais être assez critique, en tout cas faire des critiques assez négatives sur la série. Mais j'ai trouvé une circonstance atténuante. Alors c'est que l'épisode 7, précisément l'épisode 7, donc l'avant-dernier épisode de la saison, est pour moi le meilleur. Parce qu'il est, en termes de rythme, il est parfait. C'est-à-dire qu'on a un vrai rythme très soutenu entre une succession de flashbacks et de moments dans le présent où on découvre très très vite beaucoup d'éléments scénaristiques très importants sur beaucoup de personnages, sur tous les personnages. On a oublié qu'il y a, du coup j'en profite pour préciser, c'est que l'autre personnage très important de la série et aussi du comics dans une certaine mesure, c'est le docteur Singh, qui est donc un docteur d'origine indienne qui a donc vécu les premiers instants de la maladie, qui a même sa femme qui est touchée, qu'il cache. Qu'il cache au monde pour essayer de lui trouver un traitement, et donc c'est un personnage important. Et donc t'as un autre personnage important aussi qui développe qui s'occupe des hybrides. Oui. Je sais plus son nom, mais qui n'existe pas dans le d'accord. Le je suppose que j'ai pas lu le comics, du coup. Féminin. Tu penses ce personnage ou peut-être pas. pour jouer un peu sur l'aspect, ça on va peut-être y revenir, mais on s'occupe des hybrides et de mieux comprendre en fait l'origine de la maladie et d'un côté un peu émotionnel parce que c'est mignon, et toute la promo de Netflix joue un peu sur ça aussi, quoi. C'est sûr. Et donc voilà, donc on a cet épisode qui remet un petit coup d'adrénaline, on va dire, dans la saison. Et c'est dans le dernier épisode, l'épisode 8, qu'on commence à voir vraiment les trucs l'horreur, c'est-à-dire le côté les hybrides qui sont tous des enfants, je rappelle, vont commencer à servir, vont commencer à servir déjà, mais on va les voir se faire utiliser en tant que cobayes pour développer un vaccin. Donc ça devient violent et sombre. Et en fait, est-ce que ça n'aurait pas dû arriver plus tôt ? En fait, oui. Si on garde l'esprit du comics, ça arrive très très tôt, ça. Le problème, c'est que c'est ça la circonstance atténuante que je voulais apporter, c'est que si ça avait été comme ça dès le début, la série aurait été d'une noirceur que je pense tu ne retrouves dans à peu près aucune
aucune autre série que je connaisse. C'est-à-dire que ce serait passé de série tout public, ou peut-être interdit au moins de 12 ans si on veut, à limite interdit à moins de 18 ans. C'est-à-dire que c'est, moi, le dernier épisode, il y a des scènes extrêmement angoissantes, du style un enfant dans une cage avec à côté la table d'opération avec les objets tranchants, la scie électrique, ce genre de trucs qui sont... Oui, c'était peut-être un peu abrupt de le présenter là comme ça. Après, moi, je trouve ça tellement intéressant et tellement changeant par rapport à ce qu'on peut trouver comme série tirée de comics. Le truc, c'est qu'à la différence d'un Walking Dead où quand on fait des expériences, c'est sur des zombies, donc des choses qui sont très déshumanisées finalement. Là, c'est sur des là, on touche à des enfants. Enfants hybrides, certes, mais ça reste des enfants qui sont dans la série encore plus humains que dans le comics. Dans le comics, ils ont vraiment des têtes animales pour certains. Gus, c'est un de ceux qui a le plus des traits humains. Donc à la limite, on peut se dire c'est sur des animaux. On peut se sentir un peu détaché du truc. Non. Mais on peut aussi se dire que les humains font des expériences sur les animaux depuis, bien des sûr. siècles. Là, c'est sur vraiment des enfants, quoi. Et des enfants qui sont à peine sédatés, enfin ils sont conscients quand on opère sur eux, enfin et du coup sans être gore, parce que rien n'est montré, c'est surtout du hors-champ, du coup ça laisse libre place à l'imagination de chacun. Moi je trouve ça très intéressant de le montrer comme ça, c'est une des meilleures façons. Le truc c'est que du coup ça fait un effet de ça tranche, c'est-à-dire qu'on a tout un début de saison où c'est les enfants hybrides sont persécutés, recherchés par l'armée, etc. Avec à la fin mais au final du moment qu'on se cache un petit peu, qu'on met un drap ample sur soi, on passe inaperçu. À la fin en fait non, c'est la face sombre de ça, c'est extrêmement violent, extrêmement brutal, ce qu'il y a dans le comics. Donc ça compense ça. Après, oui, il y a plein de choses qui ont été rajoutées dans le comics, c'est-à-dire que toute cette histoire autour de la réserve pour animaux hybrides qui est dans un zoo. Du coup, il y a toute une symbolique. Ils sont dans un zoo, mais ils se le sont appropriés. Donc, c'est plus des animaux en cage, mais c'est des animaux qui en ont fait leur. Oui, complètement. C'est intéressant. Leur maison. Cette fameuse réserve dans le comics, c'est un grillage, 4 baraquements militaires, et ça n'a jamais été un zoo. C'est vraiment un truc. Mais c'est ce qu'on dit en fait. Là, tout est plus dur dans le comics. Et justement, à un moment donné, tu disais que ton avis était biaisé parce que tu l'as lu. Et je pense qu'il y a deux publics, notamment avec les avis que j'ai pu voir, les podcasts, les retours, avec les lecteurs qui ont été extrêmement déçus. Il y a eu la critique d'Arnaud de Comics Blog qui a détesté, il y a eu le podcast Plan Culte que je vous conseille, qui les deux ont vraiment mal aimé. Et moi, j'ai vu les avis des personnes qui n'ont pas lu le comics et qui disent je comprends pas, pourtant c'est très très bien. Justement parce que je pense qu'il y a ce côté doux, édulcoré, qui leur permettent de rentrer plus dans l'univers. Alors que pour eux, quand ils se disent qu'à la fin, les 2 derniers épisodes sont violents, ça leur convient. Alors que nous, on attendait ça depuis le début. Moi, je le dis, je me suis ennuyée les 3 premiers épisodes. Je n'attendais que ça speed, quoi. Donc, je pense que ça ne convient pas à deux publics. Ouais, mais en fait, voilà, mais ce que je précise, encore une fois, moi je suis un fan inconditionnel de Sweet Tooth version comics. Je ne me sens pas trahi, tu vois. Je suis pas non plus là à dire qu'ils ont massacré la licence. Je peux aller jusqu'à dire qu'ils ont peut-être pas compris l'essence du comics ou ce qui en fait sa force et son originalité, mais de là à dire qu'ils ont trahi le matériau de base ou qu'ils l'ont, qu'ils ne l'ont pas respecté, on va dire, qu'ils ont manqué de respect, c'est pas le cas. Faut pas non plus aller jusque là. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont repris et de façon plutôt subtile. C'est notamment toute la partie. À plusieurs moments, Gus va vivre des épisodes oniriques, hallucinants, bizarres, où il va se mettre à triper avec le cerf, etc. Moi, je trouve ça très très beau. On a ça aussi dans le comics, mais dans le comics, c'est fait de façon un peu plus, simpliste finalement, où il va juste voir une sorte de créature un peu à la Bambi, avec Bambi et le petit lapin à côté qui lui parle, viens rejoins-nous dans la forêt, ce genre de choses. La drogue, c'est mal. C'est ça, mais alors qu'il est juste en train de triper parce qu'il est, il est perdu, seul, et c'est un enfant qui se plonge dans son imaginaire pour se protéger. Dans la série, c'est fait de façon plus jolie. Maintenant, est-ce que la série souffre d'être trop belle, d'avoir des cadrages trop jolis, des environnements trop jolis ? Non, parce qu'il y a un côté positif à ça aussi. Comme je disais tout à l'heure, moi je trouve ça beau. Après, je trouve que ça dessert le propos parce que justement, on est dans quelque chose de plus post-apocalyptique, dangereux. Mais j'aimerais bien revenir sur un point. On a beaucoup parlé avec Jupiter's Legacy du jeu d'acteur.
qu'on était plutôt déçus. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce petit Gus Alors, de sans faire Shepard la liste des persos, il y a des personnages que je trouve très bons, d'autres moins bons. Je trouve que c'est très dur de trouver des enfants qui jouent juste. Et je trouve que dans son rôle, Gus, le petit garçon, je sais pas quel âge a l'acteur. Le personnage est censé avoir 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Je pense qu'il est un peu plus grand, mais... Il doit être un peu plus vieux. Ouais. Mais voilà, il a un côté que j'aime bien. C'est le côté un peu innocence et espièglerie que peuvent avoir les enfants. C'est-à-dire qu'il a beau... avoir enterré son père, avoir vu des morts échapper à la mort à plusieurs reprises. Dès qu'on lui parle de, je sais pas, de chocolat ou de lieux magiques, il va tout de suite avoir les grands yeux d'enfant. C'est quoi? Ouais, mais justement, moi je trouve ça a été un peu violent. Ça, il a pas forcément été très triste de la mort de son père. Il a vite enchaîné, il est vite passé à autre chose. Ouais, Alors, c'est peut-être une sorte de protection, puis c'était peut-être pas le propos de parler de deuil. Mais je me suis dit bon, très bien. En fait, dans le comics, le personnage qui est le plus affecté par le deuil, c'est Shepard, par rapport à sa femme. Et ça, etc. c'est bien montré dans la série. Ça, j'ai beaucoup aimé. Gus, il a ce côté on avance. Il a vraiment ce côté on avance. Ouais. D'ailleurs, ça se retrouve dans l'histoire, c'est qu'il tient jamais en place et qu'il avance toujours dans l'histoire. Il avance littéralement en avant. Vraiment, il poursuit sa route, quitte à suivre Shepard et quitte même des fois à avancer sans lui. Il avance, donc il avance aussi au niveau émotionnel. Évidemment, la perte de son père est importante pour lui, mais il va pas se morfondre et se complaire dans son deuil, qui est quelque chose qui est beaucoup plus adulte finalement. De ressasser comme ça le passé, ressasser les émotions négatives et de s'enfermer là-dedans. Peut-être qu'il dénote avec son côté très mignon, très enfantin physiquement. Et donc voilà, donc ça peut amener la vie que je peux avoir sur Shepard. Alors Shepard, pour évacuer déjà un point, c'est que le personnage est très différent déjà en termes d'apparence par rapport aux comics. Oui. Donc dans la série, ils ont choisi de prendre un acteur afro-américain qui est donc dans l'histoire un ancien joueur de football américain. Oui. Dans le comics, c'est plutôt un grand blanc trapu. Ancien joueur de hockey sur glace. Tu parlais de quota tout à l'heure avec la création du personnage féminin avec dans le zoo. Est-ce que tu penses que là on est dans le quota? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. C'est un débat dangereux. Non, mais en fait, c'est même pas la question. C'est qu'ils ont voulu aller sur ça. Peut-être tout simplement parce que le football américain parle plus à un niveau international que le hockey. Peut-être le hockey, ça fait encore trop confidentiel. Ça peut être aussi simple que ça. Et puis peut-être aussi, je pense, physiquement ou dans la dégaine du mec, je trouve que ça marche plutôt bien. L'aspect cow-boy et assez distant avec le petit. L'acteur joue bien et conforme à ce qu'on attend. Le seul truc que j'ai, c'est que dans le comics, Shepard, c'est un mec vraiment trapu, les traits secs, le visage, les épaules bien carrées et tout, vraiment le gars, le visage endurci, etc. Là, Shepard dans la série, très lisse. il est un peu joufflu. Tu vois que c'est un ancien sportif qui devait avoir un physique qui devait faire peur à tous ses adversaires sur le terrain, mais là, il a un peu plus grassouillé. Il fait peur quand même. Il fait peur quand même. Tu l'as devant toi, à mon avis. Il est monstrueux, il y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai bien envie de lui faire un gros câlin, tu vois. Oui, mais justement, moi je pense que ce sera le point final. Tout est lisse dans la série. Oui, finalement. mais que ce soit au niveau des personnages, au niveau du décor, au niveau du scénario, tu vois. Oui, mais alors, je pense pas que ce soit lisse. Je pense que c'est une version plus où la violence va être présentée de façon un peu plus pudique. Typiquement, voilà, pour revenir à cet épisode du chalet, quand des commandos vont débarquer pour essayer de prendre d'assaut le chalet et que du coup Shepard, malgré son physique qui me donne envie de lui pincer les joues, va affronter tous les gars à main nue et les massacrer. Ouais. Alors que dans le comics, ce genre de scène qui est présente, c'est fait vraiment pleine page, quoi. On le voit, on voit Shepard écraser des crânes, taper les gens à terre, enfin les achever de façon très violente. Là, dans cette scène-là, ça va être en arrière-plan, à l'extérieur du chalet, on les voit derrière une baie vitrée. Et on va avoir une vue un peu à l'arrière avec les autres personnes qui sont là à observer, à essayer de cacher, à attendre que la menace soit éliminée, on va dire. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un moment où le personnage de Shepard est particulièrement violent, particulièrement sombre. Et au lieu de nous montrer toute cette violence, on nous le montre d'un peu loin, ce qui édulcore un petit peu la scène, ce qui la rend plus acceptable. Mais est-ce que la violence n'est pas plus facile à montrer en comics aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande liberté? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre, et
c'est un plus grand débat, je pense qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui, on peut se permettre de montrer autant de violence sur une plateforme comme Netflix, qui a comme un public familial où les enfants peuvent tomber dessus, où les enfants peuvent créer leur compte, et donc du coup ils peuvent facilement cliquer sur la série, regarder ça. Ouais, alors oui. Alors, et donc du coup, comme c'est tiré de comics et comme en plus la com te présente que des enfants mignons, ça peut être dangereux. Oui. Alors maintenant en fait, moi si je devais faire une projection, en tout cas formuler un espoir pour la suite, moi j'aimerais beaucoup que la saison 2 tranche avec la 1 et que la version, l'aspect très horrible qu'il y a à la fin de la saison 1, justement, soit la dynamique de la saison 2. C'est peut-être une transition d'avoir ce dernier épisode très violent, ça peut être un message, mais justement, si une saison 2 est plus douce, là je comprendrais pas. Là tout de suite, je sais pas, vous pouvez nous dire en commentaire si on sait déjà si la série est prolongée. Je crois que oui, je crois qu'elle a déjà été reprogrammée pour... Mais je pense que ça, contrairement à Jupiter's Legacy, ça a bien marché, le public a été au rendez-vous. Mais je... pas nous dire si c'est déjà reprogrammé et si c'est programmé, c'est pour combien de saisons supplémentaires. En tout cas, voilà, les personnages sont effectivement un peu plus... Il y a un personnage qui est beaucoup plus développé dans la série que dans le comics. C'est le personnage du Dr Singh, avec toute l'histoire sur sa femme, leur quartier résidentiel où ils vivent là, dans une communauté trop chelou qui se mettent à brûler les gens. Ça fait un peu peur. Voilà. Mais ça fait un peu peur, mais typiquement, voilà. Mais je suis pas inquiète. Mais quand ils brûlent une baraque parce qu'il y a quelqu'un qui est infecté dedans, ils se mettent à chanter devant comme s'ils étaient devant un feu de camp, et du coup on se dit bon en fait c'est tout va pas étrange, si mal, voilà. Ça m'amène du coup, j'y pense, à un point qui est extrêmement important, c'est que ils ont pris le temps de rajouter dans la série des éléments qui sont très actuels. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. C'est qu'ils ont rajouté dans la série énormément de choses qu'on vit, nous, depuis maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté la paranoïa de se faire infecter, donc le côté dès que quelqu'un tousse ou quoi, tout le monde met un masque. Ce qu'il n'y a pas du tout dans le comics. À l'époque, ça m'a beaucoup choqué. J'étais là. À l'époque de l'écriture du comics, il n'y avait pas du tout évidemment la pandémie du Covid, et du coup, il y a ça dans le comics, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il y a cette maladie qui est un dérivé de la grippe, c'est genre un truc du style H5N9 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une variante de la grippe. En tout cas, c'est présenté comme ça, un petit peu comme le sont tous les virus virulents qu'on a ces dernières années. Et donc voilà, les gens mettent du gel hydroalcoolique. Il y a des panneaux, on voit des panneaux à moitié défoncés qui demandent aux gens de respecter la distanciation sociale, ce genre de choses, ce qui n'est pas du tout présent dans le comics. Dans le comics, c'est vraiment l'humanité a été débordée complètement par le virus et a été éradiquée. Là, ils ont repris des éléments, ce qui veut dire que la série a été tournée récemment, finalement. Donc juste série, un peu avant, en tout cas, entre le début de la période du Covid. Voilà, et donc la série reprend des éléments qu'on connaît et du coup les intègre et du coup nous rend cette situation beaucoup plus crédible. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas mis ça dans la série, nous qui avons vécu une pandémie, heureusement bien moins violente que ce qu'il y a dans la série, on aurait pu se dire, attendez, ils sont complètement stupides, quand on est malade, on met un masque. Ouais, je pense que c'est une meilleure identification, du coup, comme on a... Moi, je pense que là, c'est très malin, et en plus, c'est pas fait de façon appuyée, genre... un message vocal qui dirait message, vous savez, par des haut-parleurs qui dirait mettez vos masques ou quoi. Là, c'est juste quelqu'un se met à tousser ou quelqu'un montre des symptômes, se met à trembler, tout le monde a son masque dans la poche, met son masque et ne touche plus à rien, isole les objets qui auraient pu être touchés par la personne. C'est limite s'ils disent pas oh mon dieu on est qu'à contact, enfin c'est non mais ouais, ça rappelle de mauvais souvenirs. Après, comme tu dis, j'ai pas pensé du tout à cet aspect-là, que c'était intéressant, mais moi, en fait, il s'est fait de façon assez intelligente pour s'intégrer et se faire de façon pertinente par rapport à ce que nous-mêmes avons vécu. Et ça rend d'autant plus crédible ce qui se passe et qu'on peut d'autant plus se projeter dans cette situation-là. Donc ça, c'est un point intéressant. Après, on pourrait se dire, oui, s'ils font ça au détriment du rythme du comics, c'est dommage. Mais bon, au final, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc en gros, voilà, mon ressenti général pour conclure, et après je te laisserai finir aussi avec le tien, c'est que c'est pas une bonne adaptation du comics dans le sens où le comics est largement au-dessus. Là, vraiment, il n'y a pas débat. C'est-à-dire que le comics est vraiment beaucoup plus fort dans ce qu'il présente et beaucoup plus ambitieux dans ce qu'il propose. Encore une fois, on n'est que sur une saison 1, donc on verra par la suite, mais en tout cas, sur une entrée en matière, c'est moins bon que le comics. Par contre, c'est un bon récit post-apocalyptique avec ses originalités, ses points forts. Et sa montée en puissance crescendo qui est très intéressante. Il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, notamment le gang des humains fans d'animaux là, qui mettent leur masque d'animaux, etc., qui sont des enfants dans la série
genre un peu enfant perdu à la Peter Pan justement, C'est ce que et qui je sont en pensais, fait ouais. des gros barbares assoiffés de sang dans le comics, et qui ont des masses d'animaux, mais qui sont vraiment c'est des gros trapus ventre à bière, Ouais. Là, on a mis des loupards, enfants, machin. oui. Là c'est Mais c'est parce que complètement c'est pour toucher un public ouais, plus mais familial. c'est très différent dans Complètement. le comics, mais voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, c'est une adaptation libre, on va dire, qui respecte l'aspect général du comics, mais qui n'est pas aussi sans concession et froide et abrupte qu'est le comics. Mais globalement, c'est sympathique. On vous recommande. Moi, je Faut vous toujours recommande la tester de série. toute façon. Je vous recommande la série, 8 épisodes. Ils font à peu près 30-40 minutes en moyenne par épisode. Et s'il y a une suite, et il y aura une suite, elle promet d'être au moins aussi intéressante. Mm. Et par contre, je ne peux que vous recommander le comics, qui est pour moi une œuvre majeure du genre, sous d'énormes aspects. Enfin voilà, on pourrait en parler des heures, on en parlera peut-être à l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais Et écoute, je suis un peu du même avis que toi. C'est décevant par rapport aux comics, mais ça reste intéressant comme série. Et surtout, on l'a un petit peu mentionné, mais il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir à avoir une bonne saison 2. Ouais. Et il y a quand même des choses intéressantes. Après, ça rentre dans une catégorie de série, voilà, comme je disais plusieurs fois, pour la famille. Et surtout, Netflix continue à jouer sur le fait que c'est une première saison d'introduction. Donc, on est sur un rythme plus lent. On va vous présenter les personnages, l'intrigue, pour au final, sur les 2 derniers épisodes, et c'est pas la première fois, toutes les séries maintenant sont comme ça, pour vous donner envie sur la saison 2, et même pour eux, avoir un test aussi. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'aventure, ou finalement, ça ne sert à rien et on arrête tout de suite. Moi, de toute façon, que ce soit pour les comics et les séries, on vous conseille de faire votre propre avis, car c'est le nôtre et c'est très subjectif. Mais je suis quand même contente par rapport à Jupiter's Legacy. J'ai été beaucoup plus intriguée, beaucoup plus hypée, et surtout si ça peut emmener aux comics, c'est que du plus, parce que la série Invincible, la série animée sur Amazon Prime, l'a fait, a ouvert les portes à des non lecteurs de comics très intéressés par ce format. Si Sweet Tooth peut aussi apporter ça en plus sur de la qualité, bon, avant c'est DC Vertigo, petite info, ça sera sûrement réimprimé dans le DC Black Label, bah pourquoi pas. Ouais, exactement. Et du coup, si ça vous intéresse, on mettra en lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, le lien vers le site Comics Corner pour pouvoir vous procurer la BD. On a aussi fait une critique écrite sur le sujet, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, si ce n'est pas fait, ça sera fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en quelques mots, hein, si vous en avez pensé du bien ou du mal, si vous avez d'autres séries adaptées de comics qui vous intéressent ou qui vous donnent de bons espoirs dans ce format. En attendant, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit une fin de série ou un Corner Club. Je pense que le prochain va être sur Loki. Oui, potentiellement, ça y est, ça on est dessus. approche. Et à la prochaine. Merci, au revoir. Ciao.